Bonjour Valeriano. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le projet de recherche que vous menez? Oui, alors moi je suis Valeriano Paravicini, donc comme mon accent explique très bien, je suis italien et je suis maître de conférences au CRIOB, mon laboratoire de recherche basé à Perpignan. Nous avons une antenne de recherche en Polynésie française et moi je développe ma recherche surtout dans le Pacifique et sur les récifs coralliens. Et le but de ma recherche, c'est de comprendre quelle est la relation entre l'homme, la biodiversité et les services écosystémiques que les écosystèmes apportent à l'homme, en fait. On a soumis, en fait, notre projet de recherche s'appelle donc Reef Services et il a comme but de comprendre quel peut être l'effet du changement climatique et notamment de la destruction d'habitats coralliens liés au réchauffement climatique sur les services écosystémiques qui sont apportés par les récifs coralliens. Donc, il faut savoir que dans le Pacifique, par exemple, il y a plusieurs populations insulaires qui dépendent complètement des ressources alimentaires dépendent complètement des récifs coralliens. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est estimé qu'il y a au monde 500 millions de personnes qui dépendent exclusivement des ressources des récifs coralliens. Donc là, les récifs coralliens, je dirais la première fois, l'année dernière et cette année, ont été victimes des phénomènes d'anomalies climatiques liés au changement climatique et on a assisté à l'impact à l'échelle globale le plus important sur les récifs coralliens et lié notamment au blanchissement des coraux. Pour la première fois dans l'histoire, à notre connaissance, cet événement global qu'on avait déjà enregistré dans le passé s'est répété pour une deuxième fois, c'est-à-dire l'année suivante. C'est-à-dire il y a actuellement un phénomène en cours. Et ça, on n'avait jamais enregistré. Et jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait même pas imaginer que c'était possible. Donc, d'ici, notre inquiétude, l'inquiétude des scientifiques, d'un côté parce on était assez confiant d'avoir compris les mécanismes qui reliaient le changement climatique aux effets sur les écosystèmes et donc on avait assez confiance dans notre capacité prédictive. Donc l'effet qu'un phénomène de cette entité nous a échappé complètement, on n'était pas capable de le prévoir, démontre qu'il y a beaucoup encore à savoir. Et la deuxième inquiétude, c'est est-ce qu'on est en mesure de nous préparer et de préparer notre société je ne dis pas l'absence des récifs coralliens, mais à des récifs coralliens futurs qui fonctionneront d'une façon complètement différente et pour l'instant inconnue. Donc le but, c'est exactement ça, de comprendre quelle est la relation entre le réchauffement climatique, les processus écologiques et à la fin les services écosystémiques que les récifs donnent à l'homme en fait. Quand vous dites que les coraux blanchissent, ça veut dire qu'ils sont malades, c'est ça? Alors, il y a une symbiose entre les coraux, on appelle ça des holobiontes, c'est-à-dire c'est pas des mono-organismes, c'est des organismes qui vivent, c'est des animaux déjà, qui vivent en symbiose avec notamment des algues et des autres bactéries, etc., des autres micro-organismes. Bon, et quand il y a le blanchissement, en fait, ce qui donne la couleur aux coraux, c'est justement la présence de ces micro-algues et qui participent carrément parce que les microalgues font la photosynthèse, donc participent de façon active au métabolisme de l'animal finalement. Donc ce qui se passe quand l'eau se réchauffe trop, il y a peu de mélange entre l'eau de surface et l'eau profonde parce qu'il y a une période de calme, etc. Et ça arrive souvent pendant les anomalies climatiques. Ce qui se passe, c'est que pour survivre, l'animal il est forcé de changer son métabolisme, donc il éjecte les zooxanthelles, donc ces micro-algues, dans l'environnement. Donc il les perd. Et donc nous on enregistre ça comme une perte de couleur. Il reste complètement blanc. D'ici le mot blanchissement. Après ça, si cette situation de stress persiste,
ça peut se traduire dans la mortalité du corail. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que nous, on étudie le projet, c'est surtout sur les poissons des récifs. Et ce qui se passe, c'est que là, par exemple, j'ai amené un corail. Vous voyez qu'il a une forme branchue. Donc, il ajoute on dit que c'est un organisme constructeur d'habitat, c'est-à-dire un bâtisseur. Il construit un habitat. Imaginez un endroit plein de ce genre de colons branchus. Ça crée une complexité structurelle qui est nécessaire pour garder, pour maintenir l'énorme biodiversité qu'on connaît dans le récif corallien. Quand il y a ce blanchissement, il y a une mortalité. Après, l'interaction entre le coraux mort et l'énergie des vagues fait si qu'on arrive à des systèmes qui, au lieu d'avoir une belle complexité structurelle, comme on voit un exemple ici, sont complètement plats. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on perd la relation on perd cet effet refuge qui est important pour garder la biomasse et la biodiversité dont l'homme a besoin dans ces systèmes insulaires. Et du coup, si ces coraux disparaissent avec toute la biodiversité qui va avec, c'est les 500 millions de personnes qui sont concernées directement ou ça impacte aussi les milliards d'autres êtres humains qui vivent sur cette planète? Oui, moi je dirais alors, l'impact plus direct, je pense, c'est des spéculations, mais je pense l'impact plus direct, ça sera pour les populations locales, parce que quelque part, ils sont victimes, c'est-à-dire quand on a des problèmes locaux, par exemple la surpêche peut être un problème local, on peut trouver des solutions locaux. C'est-à-dire, on peut empêcher la surpêche, ce qui permettrait aux populations locales d'avoir un minimum de possibilités de réagir. Quand il s'agit de changements globaux, dont les responsables sont des gouvernements entiers, des pays, etc., et notre historique, eux, ils peuvent rien faire. Donc, ils sont absolument passifs dans cette situation. Surtout dans les îles, parce que dans le continent, ils pourraient éventuellement se convertir dans l'agriculture parce qu'il y a au moins du terrain disponible, de la terre disponible. Imaginez dans les atolls, le premier service écosystémique que l'on perd, c'est justement la protection des vagues. Donc, il y a le risque véritable de perdre encore plus de terre, etc. Donc, les premières victimes sont sûrement les populations locales, donc les 500 millions de personnes. Mais à niveau, je pense, culturel, on est tous perdants à niveau de patrimoine. C'est-à-dire, moi, un fait qui me gêne énormément à niveau personnel, c'est que mon père, il ne savait pas nager, mais moi-même, je ne peux pas voir les récifs coralliens dans un bon état comme il aurait pu mon père. Et mon fils, il ne sera pas en mesure de voir les récifs coralliens que moi j'ai connus. Donc, on perd du patrimoine génétique, on ne connaît pas les implications évolutives d'un phénomène comme ça, et on perd une ressource. Alors, en fait, si je résume, la planète que votre père a connue, celle que vous connaissez et celle que vos enfants connaîtront, n'est pas la même. Non, c'est un gros problème qu'on connaît aussi dans le milieu scientifique. Ça s'appelle la Shifting Baseline Syndrome. Bon, pour le traduire en français, c'est un syndrome lié à l'effet que notre baseline, donc notre, par exemple, définition de qu'est-ce que c'est un récif corallien en bonne santé change avec le temps. C'est-à-dire, moi, j'ai connu les récifs coralliens quand j'avais 18 ans en mer Rouge. Et c'est ça mon idée, ma référence, donc ma baseline de récif corallien. Mon fils, s'il plongera dans les mêmes zones, aura une idée de ce qui est un récif en bonne santé complètement différente. Donc, ça fait que de génération en génération, on perd conscience de ce qui est un récif en bonne santé. Et ça suffit de regarder les livres ou les documentaires un peu anciens des années 70, etc. Et on se rend compte que des systèmes comme ça, on les a plus souvent.
Quelles seraient les solutions à apporter pour conserver ces coraux en bonne santé, selon vous? La solution, c'est carrément celle de limiter l'émission des CO2. Ça, c'est clair. Ça, c'est la solution à long terme. Le problème qu'on a dans ça, c'est d'abord, il faut agir immédiatement parce qu'il y a une inertie énorme. C'est-à-dire, les erreurs dans la politique de réduction des émissions qu'on fait aujourd'hui, on les payera dans 30 ans. Donc là, il y a une inertie énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte, maintenant partout dans le monde, un contexte qu'on appelle multiple stress, c'est-à-dire on a multiples pressions d'origine anthropique et qui se chevauchent l'un sur l'autre. Et donc, les effets ne sont pas toujours linéaires, peuvent être même multiplicatifs, c'est-à-dire l'effet de la surpêche plus l'effet du changement climatique peut être plus important de la somme des deux. Et donc, on a la possibilité au moins de réduire ce côté stresseur multiple. Et donc, moi, je pense que maintenant, c'est dont un besoin, c'est on connaît les principes, on connaît à peu près les mécanismes, on a beaucoup de théories. Là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment de la résolution dans l'étude du système, c'est-à-dire une précision qui avant on ne cherchait pas, parce qu'avant on cherchait des mécanismes, là on cherche vraiment de compléter la connaissance, et donc c'est pour ça qu'on a fait proposer ce projet qui vise à quantifier pour la première fois de façon extrêmement détaillée, la plus détaillée possible, avec de nouvelles méthodes des dernières générations, les processus et les services écosystémiques. Donc, nous, on pense qu'augmenter la connaissance, c'est la première étape. Arriver à une résolution grâce à les techniques dont on dispose aujourd'hui, donc la génétique, au débit, le big data, etc., ça soit la clé pour mieux comprendre le processus et voir quelles possibilités on a pour agir vis-à-vis pour compenser les changements, par exemple climatiques, etc. Alors, malgré cette inertie, est-ce que vous pensez que les océans vont continuer à sauver le monde? Oui, les océans sont par exemple un buffer très important en ce qui concerne les changements climatiques. Et je pense que oui. Je vous donne un exemple qui est, à mon avis, frappant. On parle, par exemple, dans le Pacifique insulaire, en Polynésie française, là où on travaille, il y a eu des phénomènes catastrophiques des pertes d'habitat complets. Il y a eu au moins 2 cycles, donc il y a eu un phénomène comme ça dans les années 80 et un phénomène comme ça, c'était le 2010, donc il n'y a pas longtemps, où grâce à une explosion de population d'une étoile de mer qui mange les coraux, on a perdu complètement la totalité des corails vivants. Donc là, on est passé de 50% de recouvrement de corail vivant à 0 d'un coup, en 2 ans. Et bon, toutes et deux les fois, les récifs coralliens des Polynésie française et des Mooréas ont pu récupérer complètement. Donc aujourd'hui, on s'atteste à 70% de recouvrement corallien. Et ça, c'est ce qu'on appelle en écologie la résilience, c'est-à-dire la capacité des systèmes à rebondir, qui est extraordinaire. Donc nous, on est en train d'abuser de cette résilience du système, mais et donc je pense que c'est notre responsabilité. Moi, je pense que c'est nous qu'on doit sauver les océans, mais quand même, je pense qu'à niveau d'une échelle temporelle plus longue, une échelle de temps évolutive, même écologique, on connaît pas, les systèmes sont très très résilients. Donc je pense qu'on peut rester optimiste, mais il faut être sérieux. Le problème est sérieux, donc on ne peut pas compter toujours sur la capacité des systèmes de rebondir. C'est important d'intervenir, et si on fait ce qu'on doit faire, nous on va sauver les océans et les océans vont nous sauver de leur côté. Voilà, c'est ça que je pense. Eh ben, un grand merci, vraiment un grand merci. Merci à vous.